Bonjour chers auditrices et auditeurs. Bienvenue à l'émission Web Radio qui est présentée par les élèves du groupe scolaire Majorel de la 3e B. À cette occasion, nous avons le plaisir de recevoir notre invité d'honneur, le journaliste M. Hicham Houdeifa. Cette émission sera dédiée à son livre « Le Maroc, la guerre des langues ». Ces écrivains de langue française, arabe ou bilingue parlent du multilinguisme au Maroc et de ses enjeux socio-culturels et politiques. Pour commencer cette émission, nous allons entamer par le premier article qui est la langue française, langue de l'autre mais aussi la mienne. Écrit par Zakia Iraki Sinasser et sera présenté par Hamza Mehdi. Pourquoi j'écris en français, écrit par Abdallah Taya et sera présenté par Jade Yasser. Le troisième article, qui est une modernité en mouvement pour une culture marocaine moderne de langue arabe, écrit par Mohamed Benni, sera présenté par Iba, Lina et Zineb. Le quatrième article, qui est parler de langue pour faire taire l'inégalité, sera présenté par Sophia et Leila. Nous allons donc commencer par Hamza et Mehdi qui vont nous présenter le premier article, la langue française, langue de l'autre mais aussi la mienne. Bonjour Yasmine et bonjour Monsieur Hicham. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour vous interroger sur l'article de Madame Zakia Iraki Sinasser qui porte sur la place de la langue française dans la vie des Marocains. Madame Zakia, une sociolinguiste, s'interroge sur l'impact qu'a eu la langue française sur sa vie, mais surtout sur les conséquences de son utilisation sur la vie de tous les Marocains. En effet, Madame Zakia a commencé sa scolarité dans les dernières années du protectorat, ce qui fait que dès son enfance, l'arabe classique n'était pour elle qu'une langue vivante, au même niveau que nous étudions l'anglais de nos jours. Elle suit donc des études de lettres françaises et décide d'aborder dans sa thèse un sujet dans l'actualité du Maroc, qui optait pour une politique d'arabisation visant à rendre à l'arabe classique sa place dans l'éducation et la société. C'est ainsi qu'elle se concentre sur les empreintes de l'arabe dialectal, plus connu sous le nom de Darija au français, mais surtout sur la naissance de nouveaux mots, hybrides du français et de la Darija. En plus d'enrichir notre vocabulaire, ces emprunts ont permis de mettre un mot sur un objet ou un emploi qui n'a pas d'équivalent en langue arabe, comme concierge. Ensuite, elle évoque la création de son dictionnaire Collin arabe-français et les difficultés qu'elle a dû surpasser pour s'approprier la langue française, langue de l'autre mais aussi la sienne. Quelque utilisé que soit l'arabe dialectal, il reste néanmoins un langage qui passe difficilement du langage oral au langage écrit. Ce qui fait que cette union entre langue française et dialecte arabe reste quelque peu en marge dans la culture marocaine. Il est donc très rare de trouver des ouvrages écrits en arabe dialectal, ce qui fait que cette union entre Darija et français ne montre pas son plein potentiel culturel. Le patrimoine de littérature reste donc oral, et grâce à ce dictionnaire, Madame Zakia espère participer à la préservation de cet héritage, et peut-être même encore le mettre encore plus en avant. Finalement, Madame Iraki Sinasser en vient à la conclusion que cette union entre le français et l'arabe est bénéfique, et que c'est grâce à cette relation qu'elle a eue avec cette autre langue qu'est le français, qu'elle a pu s'ouvrir aux autres dialectes et accepter leurs différences. Pensez-vous que la Darija devrait être développée et devenir un langage écrit, ou seulement garder sa place de langage oral ? C'est très fort. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'être parmi vous. Alors, déjà une précision, je ne suis pas auteur de ce livre, je suis éditeur de ce livre. Ce livre a été, comme vous l'avez bien introduit, c'est des différents auteurs qui ont contribué à faire ce livre, dont la directrice de la collection n'est autre que Kenza Sfrewi, qui est également fondatrice avec moi-même de cette maison d'édition. Et donc voilà, moi je suis éditeur, donc je suis responsable, quand on est éditeur, on est responsable du contenu de ce livre et promoteur de ce contenu, parce que on a sorti ce livre parce qu'on pense que c'est important de traiter de la question de la langue. Alors pour ce qui est de la réponse, il faut dire aussi que le dictionnaire Collin de Zakia est quelque chose de très fondateur. Beaucoup de gens qui travaillent sur la Darija, beaucoup de personnes qui travaillent sur la Darija utilisent ce dictionnaire-là. Donc elle a fait un travail très conséquent sur la Darija, sur l'articulation Darija arabe, français, Darija. Cette question, elle est primordiale aujourd'hui parce que voilà, chaque fois à la télévision, dans les journaux, on nous parle. Est-ce que on ne devrait pas peut-être remplacer même l'arabe par la Darija? Alors, problème avec ces questions-là, c'est que
ceux qui les posent, en général, ne sont pas les mieux placés pour les poser. Ils sont posés dans un contexte idéologique. Il y a ceux qui... un publicitaire qui fait des publicités en Darija et qui défend l'utilisation de la Darija. Nous n'avons pas les gens du savoir, les gens qui viennent de l'université, qui ont étudié ces choses-là et qui viennent pour les expliciter. Parce que les Grecs ont fait ça avant nous. Les Grecs n'utilisent plus le grec ancien, le grec de Aristote et de Platon et de Démocrite. Le grec ancien, le grec qui est utilisé aujourd'hui, c'est une espèce de Darija grec du 19e siècle qui a été travaillé. Parce qu'il faut un travail. On ne part pas d'un dialecte vers une langue du jour au lendemain. Il faut un vrai travail des linguistes, des spécialistes de la langue pour rendre la Darija une véritable langue. Personnellement, moi je pense que la Darija, on l'utilise, elle est là, dans la chanson. On a même eu de la presse en Darija, Nishan. Vous ne vous souvenez pas de Nishan, mais vous connaissez certainement Tel Quel. Alors Tel Quel, la revue Tel Quel, il y avait la revue Nishan, qui était une revue en arabe, dialectale, en Darija. Quand c'était en Darija. Et elle a été arrêtée parce que c'est une histoire... il y a eu un dossier qui n'a pas plu, donc c'est une autre histoire, je dirais. Et donc la Darija, elle est utilisée, elle est importante, mais l'arabe, quelque part aussi, nous connecte à un ensemble géographique de plus de 350 millions d'habitants. C'est-à-dire, est-ce qu'on va sacrifier une langue qui nous connecte avec 350 millions d'habitants ? Voilà, la question, elle est là. Pourquoi pas oser le « et » au lieu du « ou » Darija ou arabe, arabe ou Darija, Darija et arabe. Pourquoi c'est comme les gens qui viennent nous dire aujourd'hui, le français est une langue étrangère, utilisant l'anglais, parce que l'anglais, tout le monde parle anglais, le monde entier parle anglais. Mais pourquoi ou et le français et l'anglais? Parce que l'anglais devient aujourd'hui important. L'anglais est la langue parlée par la majorité des gens. C'est aussi sur Internet l'information la plus importante, on la trouve en anglais, malheureusement ou heureusement. Donc la maîtrise de l'anglais, elle est primordiale aujourd'hui. Mais pourquoi le « ou » ? Alors qu'on a cette belle langue qu'est le français, qu'on maîtrise également, on maîtrise le français et on maîtrise l'anglais. On utilise la Darija et on apprend l'arabe parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, notre Darija n'est pas compréhensible par les gens qui habitent en Palestine ou les gens qui habitent en Irak ou les gens qui habitent en Égypte. Donc, il est important que... et cette Darija, elle vient, selon le linguiste, à 90% de la langue arabe. Donc, utilisation de la langue arabe classique est, à mon sens, encore importante. Voilà. Pensez-vous que le peuple marocain est prêt à utiliser le français comme leur propre langue ? Sera-t-il favorable à cette utilisation et est-ce que le français pourrait devenir une langue officielle ? C'est le problème, encore une fois, il est idéologique. Les gens, ils viennent et ils disent le français est la langue du colonisateur. Les Français sont venus, ils nous ont colonisés, donc logiquement, on devrait sortir de cette colonisation linguistique. C'est un message qui a été qui se justifiait en 1956 quand on est sorti de la colonisation française. Aujourd'hui, 60 ans après, 62 ans après, le français est toujours là. C'est une langue qui est utilisée par une grande partie de la population marocaine. On a une presse importante en français. On a des écrivains, des littéraires, des poètes, des romanciers et des essayistes comme nous qui écrivent en français. Donc, est-ce que c'est une langue étrangère ? Non. Mais on ne dira jamais ça, parce que si on dit oui, rendons-la officielle, on aura une autre partie de la population marocaine qui, pas une autre partie de la population marocaine, une autre partie des partis politiques marocains, ceux qui font de la politique. Ils vont dire non, ce n'est pas normal, c'est la langue du colonisateur, nous on a la langue arabe, c'est la langue du Coran. On aura une polarisation, ce qu'on appelle en politique une polarisation, donc une confrontation qui n'est pas saine. Et donc, ce que
ce que le pouvoir fait dans ce pays, c'est il laisse les choses telles qu'elles sont. Le français, il est utilisé, l'arabe, il est utilisé, mais on ne va jamais dire que le français est une langue nationale. Mais est-ce que c'est une langue étrangère? Moi, je pense aujourd'hui qu'on ne peut pas. On ne peut pas, politiquement, on ne peut pas le faire. Mais dans la réalité, c'est une langue nationale, le français. Il est une langue nationale presque plus que l'arabe. Quand on voit les documents bancaires, ils sont en français. Quand on reçoit des factures, en général, on les reçoit en français. Peu d'arabe est utilisé. On l'utilise de plus en plus parce que, après la Constitution de 2011, les acteurs institutionnels sont tenus d'écrire en arabe les choses. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus dans les plaques, dans les rues en arabe, et en amazigh d'ailleurs, parce que l'amazigh est également une langue nationale, est une langue officielle, pardon. Et donc voilà, il y a un blocage, mais la réalité, c'est le français est une langue utilisée comme une langue nationale. Merci pour vos réponses. Merci à vous pour vos questions qui sont très très pertinentes. Franchement, je suis fier de vous. Merci. Merci Mehdi Hamza pour votre intervention. Maintenant, nous allons passer au deuxième article d'Abdullah Taya qui est Aimer et tuer, pourquoi j'écris en français, qui nous sera présenté par GDS. Aimer et tuer. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter l'article de Abdullah Taya, pourquoi j'écris en langue française. Abdullah nous a expliqué quelle était sa relation avec la langue française, une langue qui le haïssait. Dans les années 1980, il a été attiré par cette langue. Il vient d'une famille très pauvre, une famille marocaine de la ville de Salé, près de la capitale du Maroc, Rabat. Une ville où il a appris l'essentiel de la vie, beaucoup de violence et parfois de la tendresse. Au cours de sa vie, il a découvert qu'il était homosexuel. À cause de cela, il devait sortir et s'enfuir du Maroc, car la société marocaine n'acceptait pas ce fait. Il utilisait le français comme une arme, comme une méthode, une technique précise et tranchante, car il a compris que personne ne sauve personne et qu'il fallait construire des murs et des barricades autour de soi. Avec le français, il ne pouvait être que libre, fort et puissant. Pendant ces temps, la langue française était la langue des riches. Les pauvres n'avaient pas accès à cette langue. Il est arrivé à Paris, il était ambitieux, arriviste, mais aussi désespéré. Mais avec une foi inébranlable, il était dans l'avenir qu'il attendait et dont il ne cessait de forcer les portes. Pour vous, monsieur, est-ce que les Marocains peuvent tous apprendre la langue française? Merci beaucoup. Alors, moi j'aimerais bien aussi parler d'Abdullah, qui est quelqu'un que je trouve très courageux, parce que il est doublement courageux. Il est courageux parce que dès le départ, il a défendu une cause très 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 dure à défendre au Maroc, très 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 dure, hein. Et vous le savez tous, parce que vous êtes tous marocains, et vous savez que défendre son appartenance à une minorité sexuelle et défendre l'homosexualité comme choix de vie, comme une nature sexuelle, c'est un suicide au Maroc. C'est très très dur. Et donc j'ai énormément de respect pour cet homme qui a été publiquement, qui a écrit des textes publics, qui a publié des textes dans la presse marocaine pour défendre le droit des homosexuels dans ce pays de vivre tranquillement sans être soumis à un lynchage public tel qu'on le voit de temps à autre sur les réseaux sociaux. Et c'est très mal ça, et je trouve que Abdullah Taya a été très 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 courageux dans ce sens. Il est courageux également parce qu'il parle de sa relation avec sa langue avec beaucoup de tendresse et beaucoup d'humilité, que lui, il a apprivoisé le français. Lui, il n'a pas eu la chance que vous avez eu, vous, d'être dans une école française qui donne les bases de la langue dès le départ. Dans des écoles publiques marocaines avec un niveau très 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 modeste, et donc c'est lui qui s'est battu pour apprendre cette langue, et donc son combat pour être tranquille tout en étant un homosexuel a été accompagné par un combat pour acquérir cette langue, cette autre langue, cette langue de l'autre, mais qui est également la sienne, pour pouvoir écrire les livres qu'il a écrits. Et Abdullah est devenu aujourd'hui un de nos meilleurs représentants, un des représentants de la littérature marocaine,
d'expression française à Paris. Donc c'est quelqu'un qui a réussi des bas-fonds, des bas-fonds, parce que c'est vraiment, vraiment très dur de grandir dans un quartier comme quartier, je ne me rappelle plus du nom du quartier, mais c'est un quartier très populaire de cela, d'avoir subi la violence qu'il a subie parce qu'il était homosexuel et d'avoir réussi à s'en sortir. Et donc son rapport avec la langue française est un rapport très spécial, parce que c'est la langue de l'autre, parce que c'est pas sa langue naturelle, mais c'est une langue qu'il a appris à voir sienne. Donc c'est vraiment très spécial. Et aussi, et là je le dirai parce qu'il faut le dire, Abdallah aussi, quand il est parti en France et quand il a commencé à écrire en français, il a eu un vrai problème. C'est quoi ce problème qu'on a en France? Et ça, il faut le dire aussi. C'est que quand on est maghrébin, ou là d'origine maghrébine, et qu'on écrit en français, on attend de nous des choses. On appelle ça le problème de la réception. À Paris, les maisons d'édition françaises, quand tu écris sur... il faut que tu écrives un peu sur les problèmes qu'on a, sur l'homosexualité, sur le statut des femmes. On n'est pas toujours reçu de manière universelle. Et Abdallah a eu ce problème. Il a eu ce problème de la réception. Et donc, c'est un troisième challenge qu'il a dû affronter une fois à Paris. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on peut apprendre le français à tout le monde? Bien sûr, tous les Marocains. Moi, j'ai appris la langue française dans une école publique marocaine. Nous avons eu de grands écrivains bilingues au Maroc. Quand on dit bilingue, ça ne veut pas dire parler les deux langues. Bilingue, c'est écrire dans les deux langues. Et on a eu de grands écrivains, comme un de ceux qu'on a dans ce livre, qui est Abdellatif Labi. Abdellatif Labi. Et qui écrivait aussi bien en français, qui écrit aussi bien en français qu'en arabe. Et on a eu une génération de bilingues, de grands écrivains bilingues. Et donc, effectivement, le français est une langue qui peut être apprise par tout le monde. Voilà. Je vous remercie pour votre présentation de cet article. C'est le tour de Hiba, Lina et Zineb qui nous présenteront l'article de Mohamed Benis, qui est une modernité au mouvement, pour une culture marocaine moderne de langue arabe. Bonjour Yasmine, nous vous remercions Monsieur Hicham pour votre présence. Nous en profitons pour avoir votre avis sur certaines de nos interrogations. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un article de Mohamed Benis intitulé « Une modernité en mouvement pour une culture marocaine moderne de langue arabe ». Pendant la période impériale du 19e au 14e siècle, la culture arabe a été d'une incontestable modernité. Grâce à des philosophes, mathématiciens, poètes, scientifiques et voyageurs comme Ibn Sabine. Pourtant, au XXe siècle, les Marocains ont commencé à s'interroger sur l'incapacité de leur pays à échapper au déclin lent et progressif dû aux pressions européennes. En 1950, des œuvres publiées en arabe marquent le début d'un tournant vers la modernité et des écrivains ambitieux essaient de s'approprier cette dernière. Des artistes rejoignent ces écrivains formant un cercle annonciateur d'une culture contestataire. Deux voix se dégagent, celle des écrivains qui écrivent dans un français nourri de langue arabe et celle des écrivains qui écrivent en français en pensant que cette langue est seule apte à véhiculer la modernité. La politique linguistique coloniale française, elle, favorise le français et étouffe l'arabe, craignant que la culture française passe en langue arabe. Depuis l'indépendance, l'arabe a été considéré avec hauteur et arrogance, tandis que le partage du français aurait permis aux deux langues de s'enrichir. Pourtant, un jour, la langue arabe reprendra inévitablement ses droits. La colonisation révolue, la langue arabe est tombée aux mains d'une élite à la pensée théologisée, et cela a empêché à la culture française d'insérer son apport dans la langue arabe et sa culture. Toutefois, des écrivains marocains lui ont donné l'élan nécessaire pour devenir une langue digne de la modernité. Dans les années 1970, des écrivains bilingues ont installé la langue et la culture arabe dans la modernité grâce à la traduction et grâce à leurs recherches pour appréhender la modernité venue d'Europe et du Moyen-Orient. Pour accroître l'efficacité de la traduction, le mur entre les écrivains de langue française et leurs confrères de langue arabe s'est effondré. Le monde arabe a donc eu accès aux œuvres de penseurs comme Jacques Derrida. Une culture arabe nouvelle est donc en mouvement. Au Maroc, dans les pays du Maghreb et au Moyen-Orient, cette culture devient la référence. Toutefois,
Certains conservateurs et fondamentalistes condamnent, ou plutôt ralentissent toute ouverture vers la modernité. Malgré les efforts des écrivains de langue arabe pour prendre en charge la traduction de la culture du monde, les responsables français n'ont cessé de renforcer la francophonie. La culture de langue arabe continue de résister seule face à la francophonie et à l'islamisme, sans l'aide des responsables marocains et français. Malheureusement, les rapports sensibles entre la France et le Maroc rendent difficile la traduction dans les deux sens et les échanges entre ces deux cultures. Nous avons donc 2 questions à vous poser. Premièrement, la langue arabe est-elle une langue de la mondialisation? Et à votre avis, quel arabe devrait-il être enseigné à l'école? Excellente intervention. Vous avez dit beaucoup de choses. Vos questions sont sympathiques, mais ne sont pas à la hauteur de ce que vous avez dit, parce que vous avez dit des choses exceptionnelles. Et beaucoup de choses à la fois, parce qu'effectivement, le texte de Bennis, Bennis est un moderniste qui écrit en arabe. C'est un poète arabophone. Son texte a été traduit en français. L'arabe est porteur de modernité, bien sûr. L'arabe a été pendant des siècles porteur de modernité. Si on voit les textes de Ibn Rushd, Averroès, c'est quelqu'un qui a les Européens ont découvert les Grecs par Averroès, par Ibn Rushd. Ils l'ont découvert en arabe dans les universités de Grenade, Gharnata, et de Séville, Ishbilia, qui étaient les noms de ces villes-là quand cette partie de l'Espagne s'appelait Al-Andalus, et elle était une région arabe pendant 5-6 siècles. Donc la modernité, il n'y a pas de langue où il n'y a pas de modernité déjà, et la langue arabe est bien sûr porteuse de modernité, mais également, comme le dit très très bien Bennis, l'arabe est aussi investi politiquement par les islamistes, qui disent « Ah, c'est le Dad », la langue arabe est la langue du Dad, qui est la langue du Coran, donc il la sacralise et il la cristallise dans la religion. C'est que elle est sacrée parce qu'elle est la langue du Coran. Ce qui... rien contre le Coran est un texte important dans la civilisation arabo-musulmane, mais l'arabe n'est pas que ça. Parce que quand on voit toute la poésie qui a été faite en arabe, tous les poèmes d'amour, tous les poèmes vantant la vie, vantant le vin, vantant le plaisir, c'est incroyable. C'est une langue extrêmement riche et qui véhicule tout le bonheur de vivre en arabe. Aujourd'hui, on a la malchance tous de vivre un temps c'est difficile de le qualifier, c'est un temps horrible où les extrêmes ont pris à partie le monde, où l'islam n'est vu que par la lorgnette de Daesh et de Al-Qaïda. Mais c'est incroyable. L'arabe a toujours été porteur de ces valeurs-là, et effectivement, c'est important de le faire sortir de cette emprise des religieux qui veulent nous vendre que ça. En parallèle, la francophonie et la France doivent comprendre qu'une partie de son avenir, une grande partie de l'avenir de sa langue, passe par la traduction. L'avenir du français, pour moi, il est en arabe, quelque part. Parce qu'il faut traduire toutes ces œuvres qui sont écrites en français, parce que le français, c'est pas qu'une langue, c'est un système de valeurs. Il véhicule des valeurs. Donc c'est important de recontextualiser les choses, de voir l'ouradienna, la langue arabe, est une très très belle langue, et nous devons être fiers de cette langue-là. Et c'est pour ça, j'en parlais tout à l'heure, même en France, cette langue devrait être introduite pour cette minorité d'Arabes, de Français, de souche arabe, et on devrait introduire des grandes figures arabo-musulmanes comme Averroès, qui pour moi est une figure méditerranéenne, c'est pas que arabe ou méditerranéenne, et introduire cela dans les cursus pour montrer qu'on peut créer
moderne en arabe, et les gens le font encore. Et donc la traduction est importante de part et d'autre. Les Français doivent lire nos textes qui sont écrits en arabe et qui sont porteurs de modernité. Ils doivent redécouvrir. Nous avons de grands écrivains aujourd'hui qui sont porteurs de modernité. On a un écrivain saoudien, parce qu'on parle de l'Arabie saoudite toujours en mauvais termes, mais on a un grand écrivain saoudien qui s'appelle Abdelrahman Mounif, qui écrit en arabe et qui écrit avec une modernité exceptionnelle. Bien sûr, il a été banni de l'Arabie saoudite, il est mort à Londres, mais il a une œuvre à traduire en français pour que les Français voient ce que nous on produit, ce que les Arabes peuvent produire en arabe. Voilà. Merci. J'espère avoir répondu à vos questions. Merci à vous, Ibalina et Zineb. Bonjour Sophia Leila, donc vous allez nous présenter le 4e article qui est parler deux langues pour faire à l'inégalité. Bonjour Yasmine, bonjour Monsieur Hichem. Monsieur Hichem, dans l'ouvrage que vous avez édité en février 2018, intitulé Maroc, la guerre des langues, nous nous sommes intéressés plus profondément à l'article écrit par Monsieur Omar Sari. En effet, dans ce dernier, il présente avec subtilité comment la langue utilisée au Maghreb change et évolue en fonction du temps. Vers le XVIIIe siècle, l'arabe, langue des vainqueurs, remplace peu à peu le berbère vaincu. Il s'appuie sur la diversité des langues ainsi que leur alliage et approfondit sa thèse tournant autour de la différence linguistique et du bilinguisme au Maroc. D'après lui, la langue que nous utilisons reflèterait notre position intellectuelle, sociale ou politique. Après la lecture de cet article pertinent, nous nous sommes interrogés sur quelques questions auxquelles nous aimerions obtenir des réponses. D'après vous, la diversité linguistique sur le territoire maghrébin est bénéfique ou non ? Bien sûr qu'elle est bénéfique. Omar Sari est le produit également de l'école française. Et il a fait ses études à Paris de sciences politiques. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien le sujet. Nous, on a tous les ingrédients pour parler plusieurs langues. Nous tous ici, certainement, on parle au moins 3 langues, entre l'arabe, le français et l'anglais. Et s'il y a des Amazirs avec nous ici, ils parlent aussi Shlaha, donc ils parlent 4 langues. Donc on a une base exceptionnelle pour être multilinguiste. Moi, ma fille, elle parle 4 langues. Nous avons une aisance extraordinaire à maîtriser les langues. Et pourquoi ne pas l'utiliser tout ça? Et comme j'ai dit tout à l'heure, une langue, c'est pas juste j'apprends une langue. C'est-à-dire, c'est pas je vais faire guide des touristes, tu vois. C'est pas utilitaire. C'est aussi une langue est porteuse de valeurs. Et quand on lit par exemple Balzac, on lit toute la littérature du 19e siècle française en français, on a une idée sur les valeurs qui sont véhiculées par cette langue-là, comme quand on lit la poésie arabe anté-islamique avant la venue de l'islam, Antar ibn Shaddad et d'autres, avec des poèmes exceptionnels, d'une beauté enivrante. Quand on écoute Kulthum chanter ces poèmes-là, c'est quelque chose de porteur également d'une beauté, de valeur, de poésie. Donc une langue, c'est comme l'anglais. L'anglais que beaucoup maîtrisent, c'est l'anglais pratique. C'est l'anglais qui n'a absolument rien à voir avec les œuvres de Shakespeare. Cet anglais riche, cet anglais où on a des sphères de compréhension, des sphères de... c'est-à-dire, quand on lit une grande écrivaine comme Virginia Woolf, les vagues de Virginia Woolf, ça n'a absolument rien à voir avec cet anglais-là qu'on promeut comme étant une langue pratique. Oui, c'est une langue pratique, mais moi j'ai envie d'apprendre la langue, de maîtriser une langue, de maîtriser ses codes, d'aller... Quand je prends un roman en anglais, je peux à l'intérieur sentir cette musicalité, parce qu'il y a une musique, la langue a une musique, la langue a un rythme, et j'ai envie d'acquérir. C'est que quand on acquiert ces rythmes-là, cette profondeur-là, qu'on peut dire qu'on parle ou on maîtrise une langue. Et donc oui, effectivement, nous avons la base pour ça, et il faut juste que les politiques dans ce pays ne nous gâchent pas la fête, quoi, avec non, l'arabe, la langue du machin, non, le français, non, l'anglais, non, nous on veut tout. Voilà.
Merci Sophia pour cette présentation et aussi à Léla. Merci. Et pour conclure, les langues ne sont pas seulement des moyens de communication, mais aussi une arme dans le conflit des cultures et des nations et des classes sociales. Pour clôturer notre émission, je tiens à adresser mes remerciements à notre invité d'honneur, M. Hicham Oudeifa, ainsi que notre professeur de français, Mme Maz, aussi aux participants, et bien sûr, sans oublier nos techniciens Adam et Anwar. Ce fut un plaisir de vous recevoir et de vous écouter. À la prochaine. Merci à l'animatrice Yasmine.